collègues, bonjour mesdames. Nous allons commencer, j'imagine qu'il y a d'autres députés qui vont nous rejoindre en cours d'audition. Donc mes chers collègues, nous entamons notre deuxième semaine d'audition en recevant les fondatrices du groupe de travail Respect, qui s'appelle Pour réactivité, éthique, sécurité, professionnalisme, efficacité, confiance et transparence. Madame Caroline Bonmarchand, vous êtes productrice de films et vous avez notamment eu à gérer un problème sur l'un de vos tournages. Le réalisateur a été accusé de viol par un technicien. Vous avez pris à cette occasion une décision courageuse et, à mon avis, unique, salutaire, sur laquelle nous reviendrons probablement, ce qui vous a inspiré, je crois, la création de ce groupe de travail dont vous allez aujourd'hui nous présenter les travaux avec vos deux cofondatrices. Madame Alice Girard, vous êtes également productrice et avez été avocate pénaliste dans une vie antérieure, c'est pas banal. Vous avez également eu à gérer et prévenir des violences sexistes et sexuelles sur l'un de vos tournages, Madame Fabienne Sylvestre. Vous êtes la cofondatrice et la directrice du Lab Femmes Cinéma, qui s'est beaucoup impliquée dans le groupe de travail Respect. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Je vous remercie de venir aujourd'hui présenter les conclusions de votre groupe de travail qui intéresse nécessairement le rapporteur Erwan Balanant à ma droite et les autres membres de cette commission qui, comme vous, vont travailler pendant 6 mois pour aboutir à, je l'espère, autant de propositions constructives et surtout une loi qui permettra de protéger les personnes. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite, micro ouvert s'il vous plaît, et à dire « je le jure ». Je le jure. Il faut éteindre le micro pour... Voilà, allez-y. Je le jure. Il faut éteindre le vôtre, Madame Bonmarchand. Merci. Je le jure. Merci, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci tout d'abord d'avoir repris les travaux de cette commission. Merci également de nous avoir associés à cette réunion. Alors, je veux juste faire une introduction en 3 points. Tout d'abord, pour vous dire que nos travaux s'inscrivent dans un mouvement global et antérieur de lutte contre les violences. C'est des travaux qui ont été permis par des nombreuses prises de parole dans le secteur, des paroles puissantes, des paroles fortes de personnes dont vous avez notamment déjà auditionné. Ils sont construits en complémentarité et grâce également à toute une série de mesures qui existent déjà et qui ont notamment été mises en œuvre par le CNC. Ceci étant, évidemment, si il n'y avait aucun trou dans la raquette, si vous me permettez cette expression, nous n'aurions pas eu besoin de travailler pendant ces longs mois pour élaborer en fait ce rapport. Donc, il vise à compléter. Deuxième point d'introduction, vous dire que c'est une boîte à outils, la boîte à outils Respect, qui répond vraiment au principe, ce sont ceux qui font, qui savent. Donc, c'est en fait vraiment une contribution qu'on a voulu extrêmement pragmatique, qui vient de professionnels du secteur, de gens qui font des films, qui les produisent, qui les diffusent, qui en assurent l'exploitation. Et il s'adresse donc également à des professionnels, mais également au pouvoir public. Une fois qu'on a fait ce rapport, encore une fois, est maintenant entre les mains des professionnels. Et on aura aussi besoin de l'aide des pouvoirs publics pour qu'il devienne une réalité et pas simplement un rapport de plus. Dernier point d'introduction, pour vous dire que pendant toute la durée de nos travaux, notre priorité est vraiment absolue. Ça a été la protection des victimes et la lutte acharnée à mener contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans notre secteur. On a placé les victimes au centre et au-dessus de toutes nos réflexions en considérant que ce n'était pas non plus contradictoire avec le fait de remettre le droit et la raison au centre de nos travaux et de nos réflexions. Alors, sur la méthode de travail, on s'est rendu compte qu'en effet, souvent, les situations provoquaient des réactions à chaud qui étaient parfois un peu éloignées de la raison, du droit et du respect de principes fondamentaux.
Et du coup, on a souhaité travailler, et c'est ça qui est singulier dans nos travaux, sur le temps long, c'est-à-dire que nous nous sommes donné plus de 6 mois pour réfléchir à ces questions. Nous nous sommes réunis chaque semaine, chaque vendredi, pendant une matinée, et nous avons voulu, pour la première fois sur ces questions, réfléchir de manière transversale, parce que Fabienne l'a dit, il y a eu déjà des... Pardon. Il y a eu déjà des initiatives qui ont été prises, des propositions qui ont été faites. Mais il est vrai que quand une situation survient sur un plateau, on a un peu le sentiment d'être chacun seul dans son couloir de nage et de ne pas forcément savoir quels étaient les outils à disposition. Et c'est pour ça que nous avons souhaité travailler de manière transversale et longitudinale. Transversale, c'est-à-dire que nous avons voulu échanger et partager nos expériences avec tous les gens du secteur qui font des films, de l'écriture du scénario jusqu'à son exploitation. Et donc, nous avons constitué un groupe de travail de près de 30 personnes avec tous ceux qui font des films, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur les plateaux, des techniciens, des producteurs, des agents, des directeurs de casting, des réalisatrices, des comédiens, des gens qui exploitent les films également, c'est-à-dire des distributeurs, des exploitants, des vendeurs internationaux, des représentants de festivals. Et c'est ça qui était assez unique dans nos travaux, c'était que chacun était là à titre individuel, n'était pas représentatif ni de sa propre structure, ni d'un éventuel groupe militant ou syndical dans lequel il ou elle peut par ailleurs s'engager. Et fort de cette transversalité et de nos expériences regroupées, nous avons déroulé la frise de fabrication d'un film, car on s'est rendu compte que à chaque endroit, c'est-à-dire de l'idée du film dans la tête du réalisateur, puis l'écriture du scénario, puis le casting, la préparation, le tournage, jusqu'à son exploitation et sa diffusion, il y avait des lieux qui étaient des zones de risque et qui n'étaient parfois pas assez bien appréhendés. Comme Fabienne l'a dit, on essayait donc de recentrer un peu la réflexion autour de la question de la protection des victimes, mais également du collectif de travail et de l'application des règles de droit qui existent déjà pour le mis en cause. Tout en se disant qu'on avait bien le sentiment que les violences systémiques et le continuum des violences qui traversent notre secteur, nous avions, nous, la responsabilité de tout faire et de mettre toute notre énergie pour que ces violences soient éradiquées, parce qu'on est le reflet du reste de la société et de l'ensemble de la société, et que tout ce qui pouvait être amélioré dans notre secteur pourrait infuser dans d'autres secteurs où il y a en effet des MeToo qui commencent à émerger. Et voilà. Oui, donc comme le disaient Fabienne et Alice, l'idée c'était de s'auto-saisir en fait de cette question, que nous professionnels on s'auto-saisisse de ces questions. Et le premier volet de réflexion de notre rapport porte sur évidemment la prévention, qui est pour nous un élément fondamental, puisque c'est l'idée de créer justement une culture du consentement dans notre secteur d'activité. Et bien qu'il y ait déjà des choses qui ont été mises en place évidemment par le CNC, ça a commencé par une formation des producteurs qui va être élargie dans quelques mois à l'ensemble des personnes qui sont sur un plateau. On a quand même eu le sentiment qu'il fallait démarrer plus tôt. Notamment il nous semble important de créer un module spécifique au VHSS dès la formation, c'est-à-dire dès l'entrée dans une école de cinéma pour des techniciens, mais également pour les comédiens dès l'entrée à l'école dans leur formation, que ce soit quelque chose qui est déjà pris en compte dans le cursus de formation des étudiants. On avait également le sentiment que
il y avait le principe de la formation continue est nécessaire. Par exemple, en ce qui concerne la formation des producteurs, à ce jour, c'est uniquement les producteurs qui sont les gérants de société. Or, dans une société, il peut y avoir plusieurs producteurs qui travaillent et qui produisent. Et il est nécessaire que tout le monde puisse être formé, enfin, que chaque producteur puisse être formé, que cette formation ne soit pas une fois dans la vie, enfin, une fois pour toujours, mais une formation continue, qu'elle évolue également. Pour les équipes de tournage, c'est pareil. Bon, là, ça va se mettre en place, mais l'idée, c'est que vraiment tout le secteur soit formé. Donc, évidemment, tous les techniciens, mais aussi les agents. Il y a une première, je crois, il y a eu cette semaine ou la semaine dernière au CNC une première salve de formation pour les agents, mais ça nous semble hyper important que non seulement les agents soient formés, mais aussi les assistants, puisque c'est souvent eux qui sont aussi le réceptacle de la parole des victimes et qu'il faut qu'ils soient formés pour ça. Donc ça nous semble absolument nécessaire. Et que, en fait, toute la profession, y compris, par exemple, dans les sociétés de distribution, l'ensemble des équipes soient formées, dans les sociétés de vente internationale, que là aussi les personnes soient formées parce qu'elles accompagnent des équipes dans les festivals internationaux et que tous les métiers puissent accéder à cette formation. Pareil, il nous semble important qu'on puisse mettre en place de la formation, de la prévention dès l'origine en fait, des projets, c'est-à-dire dès l'écriture, que lorsqu'on envoie un réalisateur et un scénariste travailler sur un scénario, qu'on fasse de la prévention, qu'on leur envoie un mail, qu'on leur explique bien que s'il y a un problème, quels sont leurs droits, leurs devoirs, s'il y a un problème, qu'ils peuvent accéder à tel numéro, que tout ça soit prévu et c'est très pratique dans nos travaux. Tout ça est décrit et c'est justement cette boîte à outils qui doit servir à tous les employeurs. Donc les producteurs en font partie, mais à l'ensemble des employeurs de notre secteur. Il y a des outils très pratiques aussi comme l'harcélomètre qui permet aussi de distinguer les différents délits. L'idée aussi que dès le départ on prévoit presque dès la préparation qu'on prévoit la possibilité de donner accès à la coordinatrice ou au coordinateur d'intimité, lui donner accès au scénario pour que ça puisse être pensé dès le départ, la nécessité ou non de faire appel à un coordinateur ou une coordinatrice d'intimité. Évidemment que les référents harcèlement soient dûment formés et qu'il soit toujours un binôme sur les plateaux, qu'il n'y ait pas qu'un seul référent et que ce référent ne soit pas dans le même département. Faire de l'affichage, évidemment, partout, à toutes les étapes aussi de la fabrication du film, y compris dans la post-production, parce que là aussi, il faut faire de la prévention. Les gens passent beaucoup de temps, par exemple, un réalisateur, un monteur, une assistante. C'est des gens, on passe de nombreux mois ensemble, enfermés dans une pièce. Donc ça aussi, très important de faire à la fois de la formation, de l'affichage, pareil sur la distribution, sur la promotion, que tout l'ensemble, tout le spectre de la fabrication du film soit couvert par la formation. Parce que comme on le disait, c'est certes un investissement, la formation, mais ça nous permet aussi de économiser, entre guillemets, sur un possible incident qui pourrait advenir à n'importe quel moment en fait, de la fabrication. Je pense qu'on a couvert à peu près la partie formation. Je vais donner la parole à Alice sur la suite. Avant de parler peut-être de la réaction en cas d'accident, dire que nous avons imaginé donc un outil qui est une charte respect qui s'applique à titre préventif et qui est une sorte de, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire,
Ça va, merci. Un simple chat dans la gorge. Qui est une sorte de déclaration commune et qui serait signée par tous les gens dans le métier qui s'engagent à travailler sur un film. Donc, de nouveau, c'est-à-dire dès le casting, dès les agences de cinéma, dès l'écriture du scénario, évidemment tous les gens sur un tournage, et qui rappelle l'ensemble des principes, parce que souvent on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande méconnaissance, que ce soit, je nous inclus dedans les producteurs, mais aussi les équipes sur les plateaux et tous les gens qui travaillent sur un film, une très grande méconnaissance des principes communs et des principes de droit. Donc certes, le droit du travail est déjà très complet sur ces questions, mais il ne règle pas tout. Et on s'est dit que si tout le monde, parce qu'il y a énormément de chartes dans différents secteurs, il y a des collectivités territoriales qui en font signer quand on vient tourner sur leur territoire, et c'est formidable, mais il n'y a aucune charte commune à tous les gens qui travaillent sur ce métier pour rappeler les principes de droit, pour rappeler qu'en cas de survenue d'un accident sur un film, il faut savoir accepter les enquêtes de mesures internes qui sont prises par la production. Il faut savoir accepter les conclusions de cette enquête interne. On dit aussi qu'il faudrait s'engager à respecter certaines règles pendant le casting, certaines règles relatives au jeu des enfants, parce que ça, c'est une énorme question qui est problématique, et notamment des adolescents. Respecter les règles, Caroline en a parlé, de coordinateur d'intimité. Et puis surtout, on a proposé une règle qui est la non-mise en lumière, c'est-à-dire que, indépendamment des mesures conservatoires prises au moment d'un accident à l'égard d'un mis en cause, il y a aussi des situations où ce mis en cause, quand c'est par exemple le réalisateur, peut être amené à aller présenter son film en festival ou dans ce qu'on appelle une tournée province. Et là, nous, on propose un principe de non-mise en lumière pour pouvoir permettre au collectif de travail de continuer à travailler tout en ne mettant pas en lumière le mis en cause, le temps que la justice puisse se prononcer. S'agissant d'une situation où un signalement de violence est fait à l'occasion de la fabrication d'un film, on s'est rendu compte là aussi qu'il y avait énormément de dispositifs qui existaient déjà, une cellule psychologique chez Audience, le CHSCT qui normalement est un référent mais qui semble assez peu équipé en moyens humains et matériels. Il y a évidemment le CNC, il y a le livre blanc du 50-50. Mais tous ces outils sont assez disparates et malgré tout ne sont pas un kit de règles applicables. Et donc, nous, on a tenu à rappeler qu'en cas de signalement, il fallait absolument que le référent harcèlement soit formé à recueillir la parole, qu'ensuite la production puisse mener une enquête interne de manière neutre et indépendante. Ça nous a semblé très important. C'est-à-dire avec, dans un monde idéal, un médiateur qui pourrait être missionné dans le temps d'un tournage, parce qu'on a cette difficulté, nous, dans les films, c'est que les tournages ont lieu sur l'ensemble du territoire et qu'il est très difficile de recourir à une ressource qui permette de procéder à une enquête interne, c'est-à-dire d'auditionner chaque personne, de recueillir la parole de la victime, mais aussi des témoins et également du mis en cause. Le producteur doit évidemment dans ce temps-là prendre la mesure conservatoire qui s'impose de protéger la victime et de l'isoler, mais il n'en demeure pas moins que ce temps de l'enquête interne, avec les ressources humaines nécessaires que nous appelons, et par exemple il pourrait y avoir avec ce médiateur un lien avec les assurances qui aujourd'hui ne sont pas forcément équipées pour pouvoir expertiser immédiatement le risque d'arrêt d'un tournage en raison d'un signalement de violence. Et donc, il nous a semblé qu'il était nécessaire de mettre en place cet outil de médiation neutre et extérieure qui permette aux producteurs de prendre les mesures conservatoires nécessaires et de mener une enquête interne qui permette de protéger la victime dans le temps du travail qui est spécifique. Là, je parle surtout du tournage, parce que c'est vrai qu'en préparation et en post-production, on a plus de temps.
Voilà, et pour finir sur, parce que je vois que nous sommes trop longues, pardon, juste dire qu'en plus de cette charte respect, nous nous sommes attelés à rappeler des clauses contractuelles beaucoup plus précises, parce que, comme je le disais, souvent, il y a une grande méconnaissance des règles de droit, et donc nous proposons dans notre rapport qu'à chaque contrat soit annexée une clause extrêmement détaillée, qui rappelle d'abord l'élémentaire, c'est-à-dire nous devons de travailler dans un cadre bienveillant et respectueux, c'est-à-dire qui éradique également la violence morale, qui est quand même le début de toute violence, et puis ensuite de rappeler des règles de droit qui certes existent, mais qui encore une fois sont méconnues, c'est-à-dire que la violence morale, c'est quoi? Le harcèlement, c'est quoi? L'atteinte, l'agression sexuelle et le viol, quelles sont ces notions et comment on conjugue, parce que c'est la difficulté qui est propre à notre secteur en droit, c'est-à-dire l'articulation entre le droit du travail, le droit pénal et le droit d'auteur. Et là, je pense que, je ne sais pas, on va peut-être être amené à y revenir, qu'il y a des améliorations à apporter parce que nous sommes face à des injonctions contradictoires. Pardon si j'ai été un peu longue. Si c'était